Accord du siècle, accord de siège, ça se ressemble beaucoup à l'oreille, mais attention, Ah oui, ça n'a vraiment rien à voir. C'est une confusion facile et aujourd'hui on va essayer de démêler tout ça en regardant de plus près les documents fournis par François Wembo de CBC ONG. tout à fait. On a deux, voire même trois concepts très différents derrière ces termes. Notre mission, y voir plus clair. Et c'est important, parce que confondre ces notions, ça peut vraiment nous induire en erreur que l'on parle de guerre, de diplomatie ou même de grands plans politiques. La précision, elle est clé ici. D'accord. Alors commençons peut-être par le plus concret, le terrain militaire. Les sources parlent d'accord de siège dans ce contexte. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors là, oui, on parle bien du siège au sens militaire, une ville, une forteresse, encerclée par une force armée. Oui, Dans ces situations, qui sont souvent dramatiques, un accord de siège, c'est un arrangement local très local. entre les belligérants. D'accord. Dans quel but? Le but est souvent très pratique, très immédiat. Ça peut être pour un cessez-le-feu temporaire, pour ouvrir un couloir humanitaire. Ah oui, pour évacuer des civils par exemple. Exactement. Évacuer des civils, des blessés ou faire entrer de l'aide. Parfois, ça va jusqu'à négocier les conditions d'une reddition. Hmm. Les sources donnent les exemples d'Alep ou de Mariupol, des situations terribles où ces accords ou leur absence ont eu un impact direct sur la vie des gens. C'est souvent lié au droit international humanitaire, le DIH. D'accord. Donc très spécifique, opérationnel, souvent temporaire, lié à l'urgence. C'est ça, très concret. Mais alors, les documents parlent aussi d'accord de siège dans un tout autre sens, c'est bien ça? On quitte le champ de bataille? Oui, tout à fait, on change complètement de registre là. On passe au droit international, à la diplomatie. D'accord. Ici, on parle des Headquarter Agreements, ce terme anglais. Et en français, on traduit ça aussi par accord de siège, d'où la confusion possible. Ah, voilà. Et ça concerne quoi, ces accords-là? Ce sont des traités bilatéraux signés entre une organisation internationale, pensez à l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, et le pays qui l'accueille sur son sol, l'État hôte. D'accord. Et l'objectif? L'objectif principal, c'est de garantir que l'organisation puisse fonctionner correctement et surtout de manière indépendante. Indépendante, c'est-à-dire... Mais l'accord définit son statut juridique. Par exemple, il va dire que les locaux de l'organisation sont inviolables. Ah oui. Il va prévoir des immunités de juridiction pour l'organisation elle-même, et souvent pour son personnel clé, pour les actes liés à leurs fonctions officielles. D'accord, pour éviter les pressions politiques locales, j'imagine. Exactement. Et puis, il y a aussi des facilités pratiques. Liberté de communication, exemption fiscale ou douanière pour les activités officielles. L'exemple classique, c'est l'accord entre l'ONU et les États-Unis pour le siège à New York. C'est ce qui permet à l'ONU de fonctionner là-bas. Je vois. Donc là, on est dans le juridique pur, le fonctionnel, très différent du siège militaire. Totalement différent. Un cadre légal permanent, ou du moins de longue durée. Bon. Et maintenant, le troisième larron, l'accord du siècle. Alors là, le mot accord, il a encore une autre saveur, non? Les sources sont claires là-dessus. Oui, tout à fait. Ce n'est pas un accord au sens juridique, pas un traité signé, c'est plutôt une appellation. Politique, médiatique surtout. Pour désigner quoi spécifiquement? Pour désigner le plan proposé par l'administration Trump, début 2020 je crois, pour tenter de régler le conflit israélo-palestinien. D'accord, le fameux plan Trump. Et les sources en disent quoi? Ambitieux, j'imagine. Très ambitieux, oui. L'objectif affiché, c'était rien de moins qu'une solution globale, définitive. La paix et la prospérité pour la région. Hmm. Mais controversé, si je me souviens bien. Extrêmement controversée. Ce qui ressort des documents, ce sont les points clés qui ont fait débat. Selon les sources, on parlait de Jérusalem comme capitale indivisible d'Israël, d'une capitale palestinienne en périphérie à Abu-Dis, Oui. du maintien de la plupart des colonies israéliennes, de l'annexion par Israël de la vallée du Jourdain et d'autres parties de la Cisjordanie, Ah oui, quand même. d'un État palestinien qui serait démilitarisé, fragmenté, sans contrôle réel de ses frontières ou de son espace aérien. Et pas de droit au retour pour les réfugiés palestiniens. Et à côté, un gros volet économique, 50 milliards de dollars d'investissement promis. Un paquet de mesures très, très déséquilibrées d'après les critiques rapportées. C'est ce que disent des sources, oui, un rejet massif côté palestinien qui ont vu un diktat. Et beaucoup de critiques internationales soulignant que ça allait à l'encontre du droit international, des résolutions de l'ONU. Et aujourd'hui, ce plan vaille. Aujourd'hui, les documents le disent, il est considéré comme caduc,
il n'a pas été mis en œuvre. D'accord. Par contre, certaines analyses suggèrent qu'il a pu avoir une influence indirecte, peut-être en préparant le terrain pour les accords d'Abraham. Mais attention, ce sont des choses distinctes. Bien sûr. Les accords de normalisation entre Israël et certains pays arabes. D'accord. Donc, pour récapituler, si on veut éviter la confusion due au son, on a 3 choses bien distinctes. C'est ça. Primo, l'accord de siège militaire ou humanitaire, très concret sur le terrain. Voilà. Secondo, l'accord du siège juridique, le traité qui régit les relations entre un pays et une organisation internationale qui l'héberge. Tout à fait. Le cadre légal. Et tertio, l'accord du siècle, qui n'est pas un accord formel, mais le nom donné à un plan politique spécifique, celui de l'administration Trump pour le Proche-Orient. Exactement. Et si on essaie de voir la différence fondamentale? Oui, Les 2 premiers types d'accords, les accords de siège, ils portent sur le comment. Comment on gère une situation tactique difficile ou comment une organisation fonctionne légalement sur un territoire. d'accord, le comment. L'accord du siècle, lui, il visait à changer le quoi, la substance même du conflit, les lignes rouges, les équilibres régionaux. C'est une autre échelle, une autre nature. C'est beaucoup plus clair comme ça. Et d'ailleurs, les sources notent un point intéressant sur l'usage des mots. Ah oui, cette appellation, accord du siècle, elle est parfois reprise de manière un peu rhétorique pour qualifier d'autres types d'accords, même des accords commerciaux, pour leur donner plus de poids, plus d'importance qu'ils n'en ont peut-être réellement. Une stratégie de communication, quoi. Oui, c'est une façon d'infler l'importance perçue. Malais. Alors, si on devait conclure rapidement, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ben, on a bien vu les 3 réalités, le militaire tactique, le juridique fonctionnel pour les OII et le plan politique américain spécifique. 3 choses bien distinctes derrière des mots qui sonnent pareils. Voilà. Et ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large qui est suggérée dans les documents mais qu'on peut étendre, c'est de faire attention dans les affaires internationales à la façon dont on nomme les choses. Les étiquettes qu'on colle. Exactement. Ces étiquettes parfois grandiloquentes, accord du siècle, plan historique. Qu'est-ce qu'elles cachent parfois? Quelle est la substance réelle derrière? Est-ce que c'est faisable? Qui est d'accord? Qui ne l'est pas? Quelles sont les implications qu'on ne dit pas? Une invitation à rester critique face au langage politique et diplomatique. Voilà, toujours se demander ce que les mots peuvent masquer, au-delà de ce qu'ils affichent. C'est une vigilance, je pense, assez nécessaire.